Attention, avant de commencer cet épisode, je voulais faire un petit trigger warning pour les plus sensibles d'entre vous. Si les sujets suivants vous mettent mal à l'aise, je vous invite à écouter un autre épisode ou alors à changer de vidéo YouTube, puisqu'aujourd'hui on risque d'aborder le thème de la mort, du suicide et des cadavres. Enfin bref, tout ce qui tourne autour de ça. Donc, je préfère prévenir. Si jamais ça vous intéresse, c'est parti, bonne écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'accueille Manon, qui est thanato. C'est un métier qui est peu connu et dont on va parler aujourd'hui parce que c'est très intéressant. Manon réalise des soins de conservation sur les défunts. Elle vous en dira plus que moi et vous expliquera en quoi consiste son quotidien et son métier. Mais avant, je voulais vous faire un petit trigger warning. Si le sujet de la mort vous dérange, je vous invite à écouter un autre épisode. Voilà, et sinon, si ça vous intéresse, c'est parti, bienvenue dans l'épisode du jour. Cordialement, Zoé. Bienvenue Manon. Bonjour Zoé. Ça va, t'es bien installée? Je suis très bien installée, merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir, merci de venir dans Cordialement Zoé, parler de ton métier. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors oui, je m'appelle Manon Jouron, j'ai 30 ans et je suis donc thanatopractrice depuis bientôt 9 ans. Et du coup, en quoi ça consiste, ton métier? Alors la thanatopraxie, pour faire assez simple, c'est le fait de réaliser des soins de conservation qui vont avoir pour but de retarder la décomposition des défunts entre le moment où ils décèdent et le moment où vont avoir lieu les obsèques. D'accord, et toi, ça fait 9 ans du coup que tu fais ça? Ça va faire 9 ans, oui. Dis donc. Ouais, et comment ça c'est venu en fait cette idée de faire ce métier? Parce que c'est vrai que c'est pas un métier dont on parle souvent, et justement c'est pour ça qu'on fait le podcast aujourd'hui. Comment toi t'as découvert ce métier et t'as eu envie de le faire? Alors j'ai découvert ce métier, on va dire, assez jeune. Tout simplement au décès de mon arrière-grand-père. Donc j'avais entre 14 et 15 ans. Et en fait, j'ai accompagné ma maman dans toutes les démarches pour l'organisation des obsèques de mon grand-père. Et quand est venu le moment de se recueillir au funérarium pour lui dire au revoir, on l'a trouvé particulièrement beau, apaisé. Et c'est vrai que ça nous a fait un choc. On ne s'attendait pas à se dire qu'un défunt pouvait être beau. Et ça a beaucoup facilité mon travail de deuil. Et suite à ça, il y a eu un petit peu une remise en question de se dire, tiens, finalement, on vit, mais puis après on meurt. Et qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Et tout ça, ça a créé un petit cheminement dans ma tête qui m'a jamais quittée. À l'époque, je parle de ça il y a une dizaine d'années, il y avait très peu d'informations sur la thanatopraxie. Sur Internet, on ne trouvait pas toutes les infos qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais j'avais quand même réussi à trouver une fiche métier. Et en fait, je me souviens l'avoir imprimée et j'ai retrouvé ma mère dans la cuisine et je lui dis, maman, je veux faire ce métier. Okay. Donc au début, en tant que parent, je pense que quand son enfant qui a 15 ans lui dit qu'il veut travailler avec des morts, ça n'a pas été... commun. Ouais, c'est pas commun, elle l'a pas très bien pris. Mais le deal, c'était finis tes études et on en reparle après. Sauf que moi, j'ai jamais oublié cette phrase. J'ai terminé mes études et une fois que j'ai eu mon bac, je lui ai dit, voilà, on y est, j'ai pas changé d'avis et je veux toujours m'occuper des défunts. Et du coup, à cet âge-là, quand tu avais 14-15 ans, ça t'intriguait, mais tu n'avais pas le fait de te dire, c'est vrai que c'est des défunts, c'est le monde de la mort, ça peut paraître un peu froid. Tu n'avais pas cette chose dans ta tête qui te disait peut-être que... Non, je ne voyais pas ça comme ça. Je n'ai jamais vu ce métier dans le sens où je vais être avec des morts, c'est glauque. C'était plus dans, je vais accompagner des familles. Ouais. Et je veux qu'elle ressente ce que moi j'ai pu ressentir en fait en voyant mon arrière-grand-père. Donc j'avais pas du tout la même approche. Oui, puis je pense que ça doit être aussi quelque chose qui te porte aussi dans ton quotidien parce que tu vois des choses qui sont quand même dures. Donc tu gardes la vision de j'apporte le positif. Et du coup, c'est aussi pour ça que t'aimes ton métier, j'imagine. Ah oui, complètement. Ouais. C'est de se dire, grâce à mon métier, grâce à moi, grâce à mes deux mains, une famille peut se recueillir. Voilà. C'est beau. Ouais. Et ça a été quoi les études du coup? Tu as eu ton bac? Après, comment on devient Alors, thanato? j'ai eu mon bac. Ensuite, j'ai quand même pris une année sabbatique pour vraiment peaufiner les démarches. Comme je disais tout à l'heure, il y avait très peu d'informations concernant les écoles. Qu'est-ce qu'on devait faire en fait? J'ai pris une année sabbatique, je me suis beaucoup documentée, j'ai appelé des pompes funèbres, j'ai réussi à obtenir des stages d'observation. Et suite à ça, j'ai contacté une école. Pour devenir thanatopracteur, c'est un peu le parcours du combattant. Ah ouais? Ce qui se passe, c'est qu'on doit, dans un premier temps, avoir le bac. Donc ça, c'est récent. À l'époque, ce n'était pas obligatoire, mais maintenant, c'est comme ça, donc je le précise. Donc il faut avoir le bac. Quand on a son bac, ensuite, il faut obtenir ce qu'on appelle une attestation de stage, donc suivre minimum un jour un thanatopracteur pour voir comment se déroule un soin, pour être sûr de soi.
on contacte le centre de formation et on a accès en premier temps à la partie théorique. Donc, c'est une formation en général qui va être sur 3 mois. On va manger beaucoup d'anatomie. Voilà, ça va vraiment être que des cours. On ne voit pas de défunt. Ok. Oui, parce que tu dois apprendre toute l'anatomie du corps. Comment... Voilà, il y a vraiment plein de matières. Il y a la psychologie du deuil, la toxicologie, on a de la médecine légale, on a de la législation funéraire, on a de la gestion aussi, anatomie, médecine. Enfin, voilà, on a vraiment beaucoup, beaucoup de matières. C'est une formation qui est très dense, qui est très courte et très dense, avec beaucoup de choses à assimiler. Une fois qu'on a fait cette première formation théorique, on se présente pour un concours. Ok. Donc on passe, c'est une épreuve, c'est 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, avec différentes épreuves. Et c'est sur numerus clausus. Donc, par exemple, sur 350 inscrits, il n'y en a que 65 par an qui sont reçus. Ah ouais. Donc ça fait très peu. Ah oui, c'est peu. Et c'est les premiers arrivés, premiers services. C'est les 65 premiers meilleurs, en fait. Et donc toi, tu t'es dit... C'est bon, tu te déterres, pendant 1 an, du coup, t'as pas... Pendant 3 mois, j'ai bossé. Je ne l'ai pas eu la première année, je l'ai eu que la seconde année. C'est un concours qui est difficile. Ouais, bien 65 sur 350. Il est très technique. On a beau avoir 15 de moyenne, si on ne fait pas partie des 65 premiers, même si on a une excellente note, on n'est pas reçu. Ouais. Une fois on fait partie de la liste des 65 reçus, on doit se trouver un maître de stage. Ok. Donc ça, pareil, c'est une épreuve. Et toi, tu avais des contacts dans ce monde-là? Est-ce que même, je sais pas, des gens dans ta famille, il y avait des gens qui étaient liés de près ou de loin de la médecine comme ça? Non, j'avais aucun dans ma famille de près ou de loin. J'avais personne dans le milieu du funéraire. J'étais vraiment la première à vouloir me lancer dans cette voie-là. À l'époque, j'ai eu de la chance, entre guillemets, c'est que l'école de formation par laquelle je suis passée me mettait à disposition un maître de stage. Voilà. Ok. Ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Il y a de moins en moins de thanatos qui forment, malheureusement. Et donc, voilà, je n'ai pas eu à chercher. On me l'a présenté sur un plateau d'argent. Et à partir de là, il y a le stage pratique. Donc, on accompagne son maître de stage qui nous apprend donc à faire des soins de conservation. Et toi, la première fois que tu as du coup, accompagné ton maître de stage et que tu as vu tout ce que tu étais en train d'apprendre depuis tout ce temps-là, en vrai, devant toi, ça a été quoi ta réaction? Le premier soin auquel tu as assisté? En fait, pendant ces mois de formation théorique, on apprend plein de choses. Il y a une certaine excitation qui monte un peu de se dire, là, ça y est, je vais avoir accès enfin à la partie pratique. Je vais pouvoir mettre en application tout ce pourquoi j'ai travaillé tout ce temps durant. Donc, il y a une forme un peu d'excitation, avec aussi beaucoup d'appréhension, parce que quand on n'a jamais manipulé de défunt et qu'on doit mettre, ça y est, enfin en application, c'est vraiment un mélange de stress et d'excitation. J'avais vraiment hâte de pouvoir commencer. Forcément, au début, les premiers défunts qu'on manipule, on y va progressivement. Hein. Le maître de stage ne nous dit pas, là, tu fais ça, ça, ça. C'est petit geste par petit geste. Une fois qu'on maîtrise une technique, on avance un peu plus dans la réalisation du soin. Mais moi, mon maître de stage, ça a été fait vraiment avec beaucoup de bienveillance. Prenez notre temps. Est-ce que dans la formation, dans les études, tu as des préparations un peu à ce que tu vas voir? Parce que j'imagine qu'il y en a, tu vois, tu peux te lancer là-dedans et te rendre compte qu'en fait, dans la pratique physique, peut-être t'es trop sensible, tu supportes pas de voir ça et tout. Est-ce qu'ils vous préparent avant? Pas vraiment. Étant donné qu'on n'est pas censé voir de défunts ni manipuler de défunts pendant la formation théorique, c'est pour ça qu'ils demandent au préalable qu'il y ait des stages d'immersion. Mais on est bien d'accord qu'une journée, c'est pas assez suffisant. En plus, ça dépend sur quel type de défunt on tombe lors de son observation, mais ça représente qu'un tout petit pourcentage de ce à quoi on peut être confronté au quotidien. Donc, il y a beaucoup d'élèves, quand ils arrivent en stage et qui commencent vraiment à être dans le dur, dans la technique, qui abandonnent en cours de route parce qu'effectivement, ils se rendent compte que c'est trop pour eux, que techniquement, que finalement, ils se sont trompés de voie et qui abandonnent, oui. Oui, c'est ça. Il y en a qui... Mais c'est pour ça qu'il y a des stages, justement, ce que tu me disais. Parce que mais voilà, du coup, la preuve, c'est que des fois, ça suffit pas. Parce que même quand on arrive, qu'on a fait tout ce périple, qu'on a passé sa théorie, qu'on fait partie des 65 reçus, arriver en stage, là, on est dans le dur, on est dans le concret. Et oui, il y en a qui abandonnent. Et c'est combien de temps de stage? Ça va dépendre. Moi, à l'époque, c'était peut-être 8 mois de stage. Ok. Et ça a été, t'as directement aimé pendant ton stage, t'as pas hésité une seconde? Comment ça a été ces 8 mois Alors, ça a été 8 mois assez compliqués. Quand j'en reparle à mon maître de stage, lui, il s'en souvient pas du tout, mais moi, ça m'a beaucoup marqué. C'était un peu catastrophique au début pour moi, parce que j'avais beaucoup de mal à prendre confiance en moi.
J'avais beaucoup de mal à comprendre ce qu'on attendait de moi. J'avais du mal à donner un sens et je ne sais pas comment expliquer. C'était très compliqué pour moi de... Tu veux dire en tant que stagiaire ou en tant que métier à proprement parler, de trouver... J'avais du mal à trouver ma place. J'avais du mal à oser, à être sûre de moi dans les gestes que je faisais. Et j'ai un maître de stage qui a vraiment été très bienveillant et très patient. Je me souviens qu'à un moment, on a fait une pause, on s'est mis d'accord pour se dire « Ok, là, on va faire un break. Je pense que tu as besoin de prendre du recul sur ce qui se passe. » J'en étais même venue à me dire que j'étais pas faite pour ça, en fait. Ah oui, ok. Ouais, vraiment, ouais. Parce j'étais pas au point d'abandonner, oui. mais de me dire oula, bon, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, là, c'est. Ouais, ça doit être un peu. Tu sais pas trop comment manipuler. Enfin, ça doit être un peu perturbant sur le moment. J'étais hésitante, tout ce que je faisais, j'étais pas sûre de moi. Enfin, j'avais vraiment un gros souci de confiance en moi. Et donc, on a pris du recul. J'ai fait un petit job étudiant en parallèle dans l'hôtellerie et je me suis dit non, ça va pas être possible. C'était toujours là dans la tête. Ouais, je me suis dit non, c'est pas fait pour moi. Je suis bien avec mes défunts. Enfin voilà, c'était. Je travaillais avec des gens, c'est trop compliqué, ça m'a traumatisée. Et quand je suis revenue, là vraiment, voilà, j'avais fait un gros travail sur moi, de me dire, bon, là maintenant, il va falloir se mettre un coup de pied au derrière et puis il va falloir prendre confiance en toi parce que sinon, en fait, tu vas droit dans le mur, quoi. Donc, Et concrètement, quand tu dis tu réalises des soins, pour que les gens comprennent, c'est quoi les soins que tu fais, en fait? C'est quoi un peu la pluralité des soins qu'on fait pour conserver les défunts? Ça va aller du corps au plus intègre, donc on va dire, voilà, petite mamie qui est décédée, sans souffrance, de vieillissement, et ça peut aller jusqu'aux défunts avec des décès beaucoup plus brutaux, avec des accidents, des découvertes tardives. Enfin, pour mon cas, alors c'est pas le cas, ça dépend des limites de chaque thanatopracteur, mais pour mon cas, j'ai vraiment un panel très très large d'interventions. Ah oui, chaque thanato a un peu ses limites et chaque thanato a ses limites émotionnelles et chaque thanato a ses limites techniques. C'est deux choses qui sont différentes. Oui, parce que j'imagine quand tu reçois, comme tu disais, un corps d'une petite mamie morte naturellement, c'est pas, enfin, c'est le plus basique, on va dire. Voilà, c'est des décès qui sont, on va dire, dans la logique des choses. Ouais, oui, voilà. Donc psychologiquement, enfin voilà, c'est à la portée de tout thanatopracteur. Quand ça devient des décès un peu plus complexes, un peu plus brutaux, avec des histoires, enfin voilà, quand il y a des gens qui se suicident ou qu'il y a des accidents, là, ça demande des compétences techniques et des capacités émotionnelles qui vont être un peu plus importantes. Quand on s'occupe d'enfants aussi, voilà, y a tout ça à en prendre en compte. On ne fait pas que la petite mamie décédée tranquillement et paisiblement dans son lit. On préférerait qu'il n'y ait que des petites mamies toutes gentilles qui soient décédées dans leur lit. Je pense que si je m'occupais que de défunts, pas que je m'ennuierais, mais j'aime le challenge. J'aime me dire que ce défunt était dans cet état et que la famille... Enfin, ça nous challenge aussi techniquement de ne pas se reposer sur ses acquis et de ne pas faire tous les jours la même chose non plus. Voilà. Et toi, tu as un type de reconstruction, de soins que tu préfères faire? Alors moi, il faut savoir que j'ai récemment passé une formation de reconstruction et de restauration faciale en Belgique avec un thanatopracteur qui s'appelle Alain Konings, qui a ouvert son école en Belgique. Ça faisait déjà plusieurs années que je souhaitais faire cette formation parce que j'avais atteint, on va dire, une certaine limite technique dans ce que je pouvais proposer et ça crée beaucoup de frustration en moi parce que j'essuyais parfois certains échecs de me dire j'ai fait ça, mais je ne suis pas satisfaite, j'aurais pu faire plus. Et donc, je me suis lancée dans cette formation pour justement ouvrir un peu le champ des possibilités de ce que je pouvais faire et vraiment approfondir mes connaissances techniques. Et aujourd'hui, ça me permet de pouvoir proposer des prestations que j'aurais jamais été capable de pouvoir proposer avant. Donc, des gros accidentés de la route avec beaucoup de trauma crânien, on va dire les mots. Du coup, non, mais de toute façon, on est là pour rentrer. Oui. En vrai, de toute façon, les gens qui écoutent ça, vous savez de quoi on parle et c'est aussi le cycle de la vie. Et comme tu disais au début, s'il n'y avait pas de personne qui faisait ton métier, le deuil serait beaucoup plus difficile pour beaucoup de personnes. Donc, oui, puis je pense que c'est important aussi pour les gens qui nous écoutent et qui, je leur souhaite le plus tard possible, si un jour ils sont confrontés à des décès brutaux, de dire, mais en fait aussi, ça existe. Il y a des gens qui ont les compétences et qui ont les diplômes nécessaires pour pouvoir traiter, pour pouvoir s'occuper de ces défunts-là aussi. Et du coup, tu as des fois des opérations de reconstruction. Tu as aussi la partie où genre, tu maquilles, tu mets en beauté dans le cercueil et tout.
On fait tout. Je m'occupe vraiment de la préparation du défunt de A à Z. Donc, du soin de conservation jusqu'à la cosmétique, à la coiffure. On s'occupe de tout. Le soin de conservation, c'est, par exemple, il faut mettre un produit, truc dans le corps ? Oui, le soin de conservation, on a le défunt qui est face à nous. Et en fait, nous, on va venir extérioriser les artères, donc les mettre en évidence et injecter dedans un produit conservateur. En parallèle, on peut un peu comparer ça à une dialyse pour que les gens puissent un peu mieux comprendre. On va venir, en parallèle de cette injection de formol, mettre le corps sous pression et venir récupérer le sang. Donc ça évite que le corps pourrisse, ça évite quoi ? En fait, le sang, c'est un petit peu ce qui est principalement responsable de la dégradation et de la décomposition des corps. Donc tu mets un peu en pause le corps, quoi. Oui, c'est ça, on le met en pause. Après, un soin de conservation, c'est temporaire. Les corps ne sont pas conservés ad vitam aeternam. Oui. C'est ça que vraiment les gens le comprennent. C'est fait uniquement pour conserver le défunt entre le moment où il est décédé et le jour des obsèques. Ça n'a pas pour but de conserver les défunts après l'enterrement. Oui. Parce que du coup, pareil, y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'on fait le choix d'une crémation, il n'y a pas besoin de soins de conservation. Alors que tu le vois quand même quand il y a une crémation. On le voit quand même. Parce que les gens pensent que les soins de conservation, ça va servir à conserver le corps sous la terre. C'est pas le but premier. Je pense que dans l'inconscient des gens, ça les rassure de savoir que le défunt va être conservé sous la terre et qu'il va pas se dégrader tout de suite. Mais c'est pas le but. C'est vraiment, les soins de conservation, c'est pas pour les défunts, c'est pour les familles. Comment ça se passe Donc tu reçois les corps, tu as un planning d'enterrement. Enfin, dans le concret, comment est-ce que, par exemple, je sais pas, malheureusement, j'ai un proche qui est décédé. Comment je choisis si je veux aller vers toi, si je veux aller vers quelqu'un d'autre ? Alors, quand une personne, quand il y a un décès qui survient auprès d'une famille, la famille va d'abord aller se présenter dans une agence de pompes funèbres, celle de son choix. Le conseiller funéraire, c'est lui qui reçoit la famille et qui va organiser les obsèques. Et là, il y a plusieurs prestations qui vont lui être proposées, notamment pour la préparation des défunts. Il n'y a pas que les soins de conservation, il y a aussi les toilettes funéraires. Donc voilà, ça c'est toute la partie habillage, désinfection, coiffure, cosmétique, etc. Il n'y a pas d'injection de produits conservateurs. D'accord. Donc c'est quand c'est assez rapproché, le décès et l'enterrement finalement. Ou alors parce que les familles sont contre les soins, parce que financièrement parlant, ils ne peuvent pas non plus se le permettre. Enfin voilà, il y a tout un tas de raisons. Ou parce que des fois, il y a aussi la religion qui intervient et qui interdit les soins de conservation. Voilà, c'est vraiment les familles qui décident. Les soins de conservation ne sont pas obligatoires, sauf s'il y a un rapatriement dans un autre pays que la France. Qui a signé une convention pour des raisons sanitaires. C'est les seuls moments où les soins de conservation sont obligatoires. Donc, la famille, par exemple, dit moi, je veux un soin de conservation pour mon proche. Et à ce moment-là, le pompe funèbre, si je travaille avec lui, va m'appeler et me dire voilà, Manon, on a un soin de conservation pour tel défunt. Cette personne repose dans tel établissement. Donc, ça peut être soit une chambre mortuaire, donc dans les hôpitaux, ou soit une chambre funéraire. Donc là, c'est un établissement privé. Et donc moi, je programme l'intervention sur mon planning. Donc je communique à mon client, donc en pompe funèbre, je lui dis moi j'interviendrai tel jour à telle heure. Et après ils se mettent à disposition du coup le corps et... C'est ça, moi après j'arrive, donc j'ai ma voiture, en fait je suis itinérante, je travaille pas au même endroit toute la journée. J'ai ma voiture avec tout mon matériel et puis toute la journée je vais d'un point A à point B, voilà, je me balade un peu. Est-ce que tu as une intervention toi ou un souvenir ou une anecdote qui t'a marqué que tu peux raconter, que tu veux raconter ? J'en ai plein. Après ça dépend quel type d'intervention... On va être un peu dans le pathos, mais j'aime bien raconter cette histoire parce que moi elle me touche et puis je trouve qu'elle est belle à raconter. J'étais encore salariée, j'étais pas encore à mon compte et je suis mandatée donc pour réaliser 2 interventions au même endroit, au même funérarium. Et en fait, quand je regarde mon téléphone, je me rends compte que les 2 noms de famille, c'est les mêmes. Et je vois un prénom masculin, un prénom féminin. Et quand j'arrive, je demande est-ce qu'il y a un lien de parenté entre ces gens. J'ai 2 fois le même nom. Et l'agent de funérarium me dit oui, c'est un couple. Madame est décédée en premier et puis monsieur a suivi 3 jours après. Ouais. Donc ils sont main dans la main, ensemble. Ouais, c'est ça. Ils sont décédés à quelques jours d'intervalle. J'avais eu vent que les obsèques de ces 2 défunts, donc de ce couple décédé, c'est des personnes âgées. Les obsèques avaient lieu le même jour, la mise en bière au même moment, les présentations en même temps. Enfin, les obsèques avaient été organisées de sorte à ce qu'ils soient pas séparés, inhumés en même temps. Enfin voilà. Et donc j'ai dit ok. Et dans ce cas, je veux que vous me sortiez les 2 défunts dans le labo et je vais les préparer simultanément en même temps.
Et j'avais mis les deux défunts côte à côte sur les chariots de présentation. Et voilà, pour qu'ils soient, même quand ils sont préparés, qu'ils soient ensemble. Ensemble, c'est beau, c'est trop chou, vraiment. Je me suis dit, jusqu'à la fin de si leur ça avait vie. été, j'ai jamais connu mes grands-parents, mais si ça avait été mes grands-parents, j'aurais aimé que quelqu'un ait cette petite attention. Personne ne le savait, enfin, là, j'étais toute seule dans le labo avec eux, mais symboliquement, je me suis dit, voilà, jusqu'au bout, s'ils me voient, voilà, peu importe où ils sont, et jusqu'au bout, ils auront été. Et les tenues que tu leur mets, est-ce que c'est la famille qui donne ? C'est la famille qui choisit les vêtements. Ok, je me demande. Donc ça, les tenues, on a de tout. Hein, ah ouais ? T'as des trucs un peu what the fuck des fois ? Moi, j'ai déjà eu la tenue du cavalier. Ah oui. Ah ouais, alors c'est super sympa à enfiler sur un défunt, les pantalons. Oui. Ah, c'est avec les bottes. Ouais, la tenue complète. On a les grands fans de Johnny. Ah mais oui, mais j'adore. Oui. Ah mais il y a des déguisements. Ah parfois. ouais, ça j'adore aussi, ouais. T'as plus de trucs déguisements ou de vêtements normaux ? Alors ça, c'est pareil. Les vêtements pour les défunts, c'est quelque chose qui m'a toujours fait sourire et en même temps que je comprends parfaitement, c'est qu'on a une saisonnalité pour les vêtements. Ah, ok. Comment ça ? L'été, il fait chaud. Donc les défunts, ils vont avoir des tenues beaucoup plus légères. On va avoir des petits débardeurs, des petites robes, des fois des shorts. Ok. Et alors que l'hiver, on va avoir des tenues qui vont être... des pulls, des sous-pulls, des collants. En fait. Oui, parce que les familles se disent, oui, mais il va avoir froid parce que c'est l'hiver. Donc, nous, on sait très bien. Oui, tu réfléchis, tu te dis non, il ne va pas forcément sentir la température. Oui, mais pour les familles, c'est important. Et je pense que si moi, ça devait m'arriver de devoir choisir la tenue pour un proche, je pense que je choisirais aussi en fonction de la saisonnalité. Ouais. Oui, puis même pendant la cérémonie, tout le monde, si c'est l'été, tout le monde va être plus en peut-être tenue légère. Et tout, les tenues sont accordées à la saisonnalité au niveau des vêtements. Ah oui, je ne pensais pas que des gens... L'hiver, pour les femmes, on va avoir les gros manteaux. Des fois, j'ai des bonnets, on a les gants, les écharpes. Et à enfiler, oui, ça doit être galère, parce qu'un corps décédé, c'est lourd. Enfin, ça doit être... Ouais, c'est lourd. Mais alors après, on s'acharne pas pour habiller un défunt. On casse pas les os, ça c'est pareil. C'est quelque chose que j'ai longtemps entendu. Ah ouais ? Ah oui, mais sur les réseaux sociaux, je vois des vidéos passer comme ça m'horripile vraiment. Ils disent que vous cassez les os pour mettre les vêtements ? Ouais. Non, surtout pas. Ah ouais ? Non. On rompt la rigidité cadavérique. Quand on décède, en fait, il y a la rigidité cadavérique qui se met en place. Mais en fait, nous, avec des manipulations, on fait une petite gym douce au défunt. On vient remobiliser les articulations et en fait, le défunt retrouve sa souplesse qui nous aide pour les manipulations. Et après, on utilise aussi ce qu'on appelle des techniques de basculement de poids, en fait. Parce que quand tu décèdes, tu bouges plus, en fait. T'es rigide. On est un poids mort, en fait. On est genre rigide tes jambes, sur le bougent et tout si tu les manipules Si moi, je les manipule et que je fais mes petits exercices de gym douce, oui, le défunt, il retrouve sa souplesse. Ouais. Ah oui, parce que sinon, oui, t'es contracté, en fait. Tes muscles, ils se contractent. On est raide, Oui, j'avais pas pensé à ça. Et après, voilà, on vient utiliser des basculements de poids, on bascule la hanche, on bascule la jambe. Et comme ça, on habille en douceur le défunt. D'accord. Et toi, en tant que, du coup, t'es une femme, est-ce que parfois, si t'as un homme beaucoup plus lourd qui fait 2 fois ton poids et tout, tu peux parfois galérer ? Alors, il y a des techniques de basculement de poids qui ont aussi leurs limites. Et après, si j'ai besoin d'un coup de main, c'est rare qu'on soit vraiment 100% seul. Si j'ai un confrère thanato qui est dans les parages, je vais lui demander un coup de main. Ou il va y avoir l'agent de chambre mortuaire ou l'agent de funérarium. Donc, en général, il y a quand même... S'il y a besoin d'aide, Mais je découpe pas les vêtements. C'est important aussi pour les familles. Oui. Mais ça doit être du travail, d'habiller. Quand tu vois la tenue arriver, tu te dis OK. Ouais, c'est physique. Des tenues, quand les vêtements ils sont à la taille, ça va. C'est quand les vêtements ils sont... Parce que parfois on a des défunts qui, après un long séjour à l'hôpital, je pense par exemple au service de réanimation, qui vont gonfler, prendre du poids. Les familles se rendent pas compte parfois de la prise de poids. Des défunts. Donc, quand on a des vêtements trop petits, c'est un peu embêtant. Donc, moi, je rappelle le bureau de pompe funèbre et je leur explique. Je leur dis, voilà, il faudrait prévoir... je donne la taille que moi, j'estime être la vraie taille du défunt. Après, des fois aussi, on a la tenue que le défunt... Ça arrive. Les défunts prévoient des fois leur tenue, se disent, moi, le jour où je pars, je cette tenue. Sauf que, entre-temps, il y a du poids qui est pris ou du poids qui est perdu. Donc, quand c'est du poids qui est perdu, que les vêtements sont trop grands, on peut s'arranger pour cacher derrière avec une épingle ou rentrer dans le pantalon. On peut camoufler un peu le surplus de tissu. Quand c'est trop petit, par contre, non, moi, j'appelle et je demande à la famille et je découpe. Si la famille me dit, me donne son autorisation, me dit, non, en fait, on veut pas d'autres vêtements, on veut cela. Moi, je préviens. Je dis, par contre, voilà, ce sera découpé discrètement, mais... Et même pour le maquillage, coiffure et tout, c'est eux qui te disent parfois ou c'est toi qui...
Quand j'arrive à avoir des informations de la part des conseillers funéraires, c'est cool parce que je sais exactement quoi faire. Quand j'arrive à avoir des photos récentes, ça aussi, ça m'aide beaucoup. Et sinon, je le fais beaucoup au feeling. En tant que thanato, on doit avoir un petit peu ce regard extérieur. J'étudie les vêtements, je regarde. Bon, bah là, j'ai un joli petit tailleur avec des petits escarpins. Je me dis, madame, elle devait être coquette. Donc, c'est un petit peu au feeling. Je pars toujours, si j'ai pas d'infos, je pars toujours sur quelque chose de très, très naturel. Vraiment, le make-up, no make-up. Ouais. C'est les mêmes techniques que pour se maquiller quand on est en vie ou pas ? Alors, moi, je me maquille que moi. Je maquille pas les vivants. Et je maquille après que les défunts. C'est des techniques qui sont similaires, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on est décédé, on est allongé. Okay. Donc, au niveau de la lumière, ça va pas être pareil. Dans les salons, c'est des lumières qui vont souvent être très jaunes, très tamisées. Donc, il faut prendre ça en considération. Okay. Donc, parfois, il va falloir accentuer un petit peu le blush si on en met, parce que présenter un défunt sous une lumière blanche et sous une lumière jaune, voilà, c'est pas pareil. Oui. Donc, il faut un petit peu jouer comme ça en prenant en compte derrière la présentation du défunt. Moi, je travaille beaucoup avec Make Up Forever, avec NYX. Okay. Et c'est le maquillage que j'utilise pour moi aussi. Ça fonctionne très bien. Oui, de toute façon, c'est la même Après, quand on rentre dans des maquillages beaucoup plus complexes, on a besoin d'une tenue beaucoup plus importante, surtout quand on fait de la reconstruction. Ah oui. Là, on va avoir besoin de maquillage un peu plus professionnel. Mais bon, globalement, avec NYX et Make Up Forever, j'ai pas de soucis. C'est vraiment mon produit. Ta passion. Ouais. Et je me demandais, après, je sais pas si c'est peut-être trop dur pour les gens, mais quand tu as une reconstruction et qu'il y a une partie du corps qui n'est pas retrouvée, du coup, comment toi tu fais ? Tu reconstruis sans une partie ? Alors ça m'est jamais arrivé. Okay. Mais c'est tout à fait possible de pouvoir bricoler, entre guillemets. Je prends un exemple, s'il manque un bras, ça peut arriver, hein. On va venir se débrouiller pour reconstituer un bras, ou au moins qu'on ait l'illusion, même s'il n'y a plus de main, ça sera caché sous ce qu'on appelle un capiton. Donc c'est une petite couverture qui vient recouvrir le défunt. On va essayer de combler avec du papier, recréer un volume qui n'est plus. Ok, ça marche. Après, quand c'est des parties manquantes au niveau du visage, là c'est un peu plus technique. Mais dans les cas de reconstruction, il faut bien faire la différence aussi entre la reconstruction faciale et la restauration faciale. La reconstruction faciale, ça va être quand il va y avoir des traumatismes au niveau des parties osseuses, où on va venir intervenir sur la structure même, sur la structure osseuse du visage. Donc le crâne, le crâne et les os de la face. Okay. Quand c'est de la restauration faciale, on va venir travailler sur des plaies, des hématomes, tous les petits défauts ou les... les impacts visuels qu'il peut y avoir sur le visage. Et donc ça, on va pouvoir venir travailler avec du latex, avec de la cire, Donc toi, tu fais les deux ou tu fais lequel ? Je fais les deux. Ok, ça marche. C'est ça. Et quand tu reçois le corps, il est nettoyé ou c'est toi qui dois le nettoyer si ça a été un accident ou quoi ? Ah non, il arrive tel quel. Ok. Ah oui, donc là, parfois, ça peut être un peu choquant. C'est un peu la roulette russe. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Quand c'est des décès d'hôpitaux, dans les services, en général, ils sont censés procéder à une toilette du défunt, faire en sorte qu'il soit propre. Ouais. Et puis des fois, dans les hôpitaux, quand les personnes décèdent dans les services, les familles viennent aussi dire au revoir avant que le défunt soit transporté à la chambre mortuaire. Donc voilà, il y a une petite préparation qui est faite. Quand c'est des décès qui vont avoir lieu à domicile ou sur la voie publique, là, non, c'est... tel quel. C'est-à-dire que s'il y a du sang, il n'y a personne qui va venir enlever le sang. C'est vraiment moi qui m'occupe de tout ça. Et ça, au début, quand on a vu, est-ce que ça t'a un peu déstabilisé Non, après, c'est vrai que des fois, il ne faut pas toujours se laisser surprendre. Des fois, il y a beaucoup de sang. Mais en fait, une fois qu'on nettoie le défunt, on se dit, oula, je vais pas m'en sortir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, des fois, quand on nettoie le défunt, on se rend compte que c'est un tout petit impact. Je veux dire une bêtise au niveau de l'arcade sourcilière, mais c'est des zones qui ont tendance à beaucoup saigner. Okay. Et donc, on se retrouve dans un bain de sang, alors qu'en fait, c'est pas grand-chose. Donc, une fois qu'on a déjà fait un premier nettoyage préalable, nous, ça nous permet d'identifier ces petites zones qui nous ont créé tant de problèmes. Et est-ce que, par exemple, les corps où, je sais pas, ça a été... il y a une enquête en cours pour quelque chose de judiciaire ou quoi, toi, tu reçois les corps... je sais pas si, par exemple, il faut chercher un impact de balle, j'en sais rien.
C'est toi qui fais ça? Non, ça, c'est pas moi. Ok. Ça, c'est l'Institut médico-légal. Ok. C'est médecins légistes. Alors souvent, quand il y a des décès comme ça, il y a des autopsies qui sont réalisées sur les défunts. Et une fois que la levée d'obstacles, une fois qu'il y a eu la levée d'obstacles, ça veut dire que là, le thanatopracteur peut enfin intervenir sur le défunt. Oui, ils ont analysé tout ce qu'ils avaient besoin d'analyser. Voilà, ils ont fait tous les prélèvements qu'ils avaient besoin de faire pour leur enquête. Et une fois que c'est bon, on va dire qu'on n'a plus besoin du corps pour d'autres prélèvements. Là, le corps est remis à la famille et rapatrié dans un funérarium. Et à ce moment-là, nous, on peut intervenir pour préparer les défunts. D'accord. Et ta deuxième anecdote, c'était quoi du coup? Ah oui, j'avais Alors ça, j'ai l'autorisation de la famille pour en parler. J'avais demandé parce que c'est une anecdote que je raconte souvent, mais pareil, je la trouve tellement cool. Dis-nous tout. Je suis appelée par une cliente qui m'appelle toute penaud en s'excusant d'avance pour sa demande. Et elle m'explique qu'en fait, elle est face à une famille. La fille vient de perdre sa maman. Et elle m'explique que sa maman était artiste peintre. Ok. Je dis, bon, jusque-là, tout va bien. Et elle me dit que voilà, sa maman avait préparé de son vivant une œuvre d'elle, une œuvre posthume. Donc elle avait peint une représentation d'elle-même décédée, avec la tenue qu'elle voulait porter et la peinture qu'elle voulait avoir sur elle. Ah, tu peux avoir un objet sur toi? Ah non, c'est la défunte. Ah, tu l'as peint? Être peinte de la tête aux pieds. Ah oui. Et elle me disait, voilà, je ne trouve pas de thanato qui est OK pour s'en occuper. Et je dis, mais moi, c'est trop cool. Je me présente, donc on prend le rendez-vous à l'hôpital pour que je puisse m'occuper de cette personne. La seule chose que j'avais demandé, je dis, voilà, quelle peinture il faut, en fait, pour peindre. Parce que je dis, moi, je ne connais pas. Oui. Et la famille m'avait acheté tout ce qu'il fallait. C'était des peintures exprès pour le body painting. Donc, il m'avait fourni les pinceaux. Enfin, il m'avait vraiment tout fourni. Et donc, j'ai fait les soins de conservation sur cette petite dame. Et ensuite, je l'ai habillée avec la tenue qu'elle avait préparée. Et je l'ai peinte de la tête aux pieds. Alors, c'était pas très complexe. C'était en fait c'était juste des bandes, des bandes de peinture, des bandes de couleurs qu'il fallait faire de la tête aux pieds. Il n'y avait pas de forme géométrique particulière. Enfin, voilà, c'était... Oui, t'as pas fait Picasso Non, heureusement. J'aurais essayé quand même, mais bon, là, c'était à ma portée, techniquement parlant. Et donc, c'est assez surprenant parce que je me suis retrouvée à la fin de mon soin avec une défunte sans un cheveu ni une parcelle de peau sans peinture. Ah ouais. Ça doit égayer ton quotidien. Tu te dis, oui, parce que moi, c'est ce que je disais à ma cliente, c'est que moi, je fais un peu la même chose, on va dire, entre guillemets, tous les jours. Et là, faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, qui sort des sentiers battus de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est cool aussi. Ouais. Et de dire aux familles, en fait, oui, c'est possible. Et c'est pas parce qu'une agence de pompes funèbres travaille avec ce thanato et que lui n'a pas envie, n'est pas en capacité technique, émotionnelle de le faire, ils sont en droit d'appeler aussi quelqu'un d'autre. Ah oui, puis après, eux, ça leur permet de se dire, elle a eu la mort qu'elle voulait. C'est ça, c'est que ça a été constaté. Alors, je ne sais plus qui était cette personne pour la défunte, mais c'était un peu la personne qui allait acter que ses volontés avaient bien été respectées, qui est venue constater. Voilà, qui avait... Punaise. Je garde ça dans un coin de ma tête pour préparer. Non, mais c'est vrai, on n'y pense pas. Mais... j'avais trouvé ça génial. Je me suis dit... je pense que je ferai peut-être jamais ça une deuxième fois dans ma vie, quoi. Donc, tu sais pas, écoute, ça se trouve... peut-être qu'en en parlant, justement, en démocratisant sur les réseaux, de dire oui, c'est possible. N'ayez pas peur de demander... Moi, je serais toute peinte en rose. Des paillettes, du rose partout. On peut. Ok, je garde ça en tête. Bon, j'espère que ça sera pour dans longtemps. Et que, oui, le plus tard possible. Mais ouais. Est-ce que parfois, il y a des réflexes du corps humain qui fait que, je sais pas, genre quand tu appuies quelque part, je sais pas, un nerf fait un truc et tout, et des fois, ça peut faire peur? Non, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais je sais même pas si c'est possible. Je sais pas, on a pensé à ça quand on... non. J'ai déjà entendu des confrères dire que des défunts s'étaient relevés d'un coup. Ça, après, c'est les croyances de chacun. Je n'ai pas vraiment d'opinion à donner. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Okay. Après, des fois, oui, on peut entendre... Quand les poumons sont pleins d'air, par exemple, et qu'on commence à manipuler le défunt, on peut entendre le dernier soupir, le dernier souffle. Mais ça, c'est pas de l'ordre du surnaturel. Mais non, c'est la science, quoi. C'est les poumons qui se vident de leur air, quoi. Donc c'est... Et toi, tu as ce truc de surnaturel où tu te dis, tu t'occupes du défunt
y a leurs âmes qui peuvent être là ou pas, ou tu es purement dans la pratique? Alors, j'ai déjà pensé. Il y a longtemps, hein, surtout quand j'ai démarré, je me disais, j'espère que, je sais pas, je vais pas me faire hanter par l'âme du défunt. Et en fait, je me dis, non, c'est pas possible. Parce que je prends tellement soin d'eux, on peut pas venir m'embêter. Donc, je m'auto-convainc de ça, de me dire, non, ils viendront pas m'embêter parce que je prends soin d'eux. Oui. Donc, oui, tu as toujours ce truc où tu sais pas, enfin, ça, c'est du surnaturel. Chacun, comme tu disais, a ses croyances, a ses idées, voilà, mais c'est vrai que tu peux te dire... tu sais pas ce qu'il y a après la mort, quoi. Donc, Non, je sais pas ce qu'il y a après la mort. Et même moi, ça va faire 9 ans que je travaille accompagnée de la mort. Et j'ai toujours aussi peur de mourir. Enfin, j'ai toujours aussi peur de perdre mes proches. T'as quand même peur de mourir alors que tu t'en occupes tous les jours. Ouais. Ça n'a pas changé ta vision, justement Ça nous rend pas immortels, malheureusement. Oui. C'est pas parce qu'on la côtoie que ça nous nous laisse un passe-droit. Mais non, j'ai pas envie de mourir, quoi. Oui, non, mais je veux dire, peut-être que ça... Je l'appréhende différemment. C'est moins un énorme... C'est pas un sujet tabou pour moi. Voilà, j'en parle librement. Moi, mes proches savent ce que je veux. Si demain, il venait à se passer quoi que ce soit, on n'est pas à l'abri. Ils savent ce que je veux, ils savent ce que je ne veux pas. On en parle dans ma famille, en tout cas, tout à fait librement, même parfois sur le ton de l'humour. C'est pas un sujet qui est tabou. Donc, et ça, c'est hyper important que les gens qui vous entourent sachent. C'est pas évident. Oui, mais ça peut éviter pour... en fait, si c'est une personne qui a déjà programmé ses obsèques, qui a souscrit un contrat obsèques, qui a déjà acté et payé, etc., là, la famille, ils n'ont rien à s'occuper. Mais quand c'est des décès qui surviennent brutalement, la charge mentale que ça implique pour les proches, combien de fois on se retrouve avec des familles qui se disent on ne sait même pas ce qu'il ou elle aurait souhaité. Et ça, c'est triste parce que ça vient rajouter sur les épaules des proches du poids. Ça vient aussi créer des fois des conflits, quand il y a des conflits d'intérêts entre maman, elle aurait voulu ça, mais non, maman, jamais de la vie, elle aurait voulu ça, elle aurait préféré ça. Donc c'est bien de communiquer de son vivant, ou même par écrit, hein, si on n'est pas à l'aise d'en parler, de laisser une lettre, de laisser une trace écrite de ce qu'on veut pas, pour soulager aussi émotionnellement les proches qui restent. Puis c'est vrai qu'il y en a qui peuvent dire, oui, si je fais ça, ça veut dire que... Enfin, j'ai l'impression que tu as des personnes qui, si elles écrivent ou si elles parlent de ce qu'elles veulent pour quand elles vont mourir, ça peut vite faire le truc en mode non, je vais vite mourir. Mais au final, c'est plus simple. Enfin, c'est pas parce que t'écris quand je serai décédée, je veux que ça se passe comme ça. Le fait d'en parler, ça va me porter la poisse. Non. Alors que ça prépare au contraire. Ça vient pas comme ça. Non, heureusement. On n'est pas censé. Non, ça porte pas l'œil. Mais c'est vrai que pour le deuil, après, déjà un deuil c'est compliqué. Donc que les questions d'organisation, parce que malheureusement, il y a plein de choses à organiser. Mais j'imagine plein de papiers, plein de trucs et tout, que ça soit réglé. Moi, j'ai que 30 ans et voilà, mes proches savent. Ce que je veux pas, la tenue que je veux, la couleur de mon cercueil. Moi, je veux un cercueil tout noir. Ok. Je veux être crématisée. Je veux pas être inhumée. Et tu peux choisir là où tu vas, où il y aura tes cendres et tout. Ouais. Ah, ok. Et les urnes, une fois qu'on est crématisé, on tire dans une urne et puis on peut inhumer l'urne. Ah, ok. On peut la mettre sous terre. S'il y a un caveau familial, on peut disperser les cendres. On n'a pas le droit de garder les cendres à la maison. Ah, je savais pas ça. Non, c'est interdit. Alors après, au niveau des textes de loi, je suis pas la plus calée pour ça, mais on n'a pas le droit de garder on n'a plus le droit de garder les cendres à la maison. Mais il y a tout un tas de possibilités à faire avec l'urne. Et quand du coup tu sors du travail, comment tu arrives à... Enfin, c'est quoi ? Est-ce que tu as des petits rituels pour reprendre ta vie privée, pour te dire là je suis plus dans les soins de conservation avec je les suis défunts. Plus Manon la Thanato, là je suis Manon Joron, avec des vivants, une humaine à part entière. Alors ça c'est une phrase qui m'appartient pas, mais que je récupère et que j'aime beaucoup utiliser. C'est une de mes consoeurs Thanato qui s'appelle Pauline et qui dit qu'il faut entretenir son bisounours intérieur. Okay. C'est hyper important. Ça veut dire quoi ? Comment tu fais ? Il faut entretenir son soi, en fait. Pas la Thanato qu'on est, mais la personne à part entière et avoir autre chose en dehors du travail pour évacuer, extérioriser tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait. C'est hyper important de ne pas rester la tête dans le guidon et au travail. Il faut avoir des activités extérieures, que ce soit le sport, marcher en plein air. Puis parler...
de ce qui, si jamais il y a un truc qui a été dur dans ta journée, parler Ah ouais. avec des collègues, Ça, faut relâcher en un peu. Ouais. Ça, Pas tout ça garder pour il soi. faut pas garder pour soi. Même si on est professionnel, il n'y a pas de... non, mais t'es censé absorber ce que tu vois. Non, c'est pas normal que tu réagisses comme ça. Non, moi, Oui. on reste des êtres humains. Moi, ça. ça m'est déjà arrivé de pleurer après des interventions parce que ça me touchait énormément. Pour la petite anecdote à ce sujet, j'étais encore en formation, donc c'est il y a plus de 10 ans. J'arrive dans un funérarium et je tombe sur une demoiselle qui avait été... alors, elle n'avait pas été préparée par nous, mais par un autre confrère. Et en fait, j'apprends les circonstances du décès. C'était une petite gamine de 15-16 ans qui avait fait une rupture d'anévrisme, donc un décès très soudain. Et à cette période, elle avait exactement le même âge que ma petite sœur. Ah oui. Et là, donc, tu fais le rapprochement. Transposition directe. Mais c'est ça qui doit être compliqué aussi à gérer. J'ai transposé. C'est OK de transposer. Tout au long de notre carrière, on va être face à des défunts qui vont avoir des traits similaires avec des proches ou un âge similaire à ceux de nos parents. C'est OK de transposer, ça peut arriver. Il ne faut pas que ce soit tout le temps non plus parce que derrière, je pense que la charge émotionnelle aussi, c'est beaucoup. Mais derrière, il faut en parler. Ouais. Il faut en parler, il faut dire... il faut évacuer aussi les émotions. Oui, et puis je pense... surtout dans ton métier, mais aussi globalement dans la vie, si vous avez des choses qui vous pèsent, qu'il y a des situations où tu sens que tu ne peux pas gérer toute seule, il faut forcément en parler. On en parle, alors on appelle un collègue, on appelle un confrère, on appelle une personne et on vide son sac. Non, on ne garde pas pour soi. On a besoin aussi des fois d'extérioriser sur le ton de l'humour, dans ton sérieux, en pleurant. Peu importe, mais il faut, il faut parler de ce qu'on voit aussi. Hein. Être au quotidien avec la mort, c'est pas anodin. Enfin, c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire non plus, quoi. Voilà, donc c'est quand même dur, c'est quand même quelque chose. Donc oui, il faut pas se laisser mettre la pression à se dire... faut pas avoir peur de se fixer des limites aussi dans ce qu'on peut faire. Tu as des personnes qui diront que parce qu'on est anato, on doit tout faire et rien refuser. Moi, je suis pas d'accord. Si on a la possibilité de pouvoir déléguer à des collègues des interventions que nous, on n'est pas capable de faire parce qu'on sait que derrière, il va y avoir un impact psychique et qu'il y aura des conséquences, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien de se faire violence. On fait pas ce métier pour se faire violence. Toi, tu poses comment tes limites? Enfin, tu as des limites Non, moi, j'ai pas de limites. Unstoppable. Non, mais c'est un peu ça. C'est vrai qu'on pose souvent la question, quelle est ma limite? La seule limite que j'ai, c'est ma limite technique. De dire, là, je suis plus capable de proposer une intervention parce que ça va au-delà de mes capacités techniques. Mais à ce moment-là, je vais rediriger vers éventuellement un confrère qui saura faire. Mais je prends l'exemple, par exemple, des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants. Donc, m'occuper d'enfants, ça me pose pas de soucis. Ouais. Il n'y a pas d'impact psychologique derrière. Ça surprend les gens quand je dis ça. Mais je dis, mais peut-être que si demain j'ai un enfant, je vais tenir un tout autre discours. J'ai des collègues, c'était ça, c'est des anciennes collègues. Elles s'occupaient d'enfants sans souci. À partir du jour où elles sont devenues mères, ça a été pour elles red flag total. Comme tu dis, tu transposes, Ah ouais. C'est normal, ta vie évolue, donc forcément. Et puis, c'est un métier qui prend aussi compte de ta vie perso à côté. Oui. Donc, pas de limite pour l'instant, à part la limite technique. Ouais. Et puis, si un jour j'en ai, c'est pas grave. C'est OK, comme on disait. Ouais, c'est OK. Ouais. Posez vos limites, non, même dans la vie en général. Je me ferai jamais violence pour... pour me faire violence. Ouais, non, c'est hors de question. Toi, c'est quoi que tu préfères dans ton métier? Qu'est-ce qui fait que tu aimes ton métier? Il y a tout un tas de choses, mais prendre soin des défunts. Me dire que je suis la dernière personne à poser mes mains sur eux. Mis à part la famille derrière qui va éventuellement faire des bisous, des câlins. Oui, des fois, tu as des remerciements de la famille. Tu les rencontres quand même? Alors, je les rencontre pas souvent, mais comme j'interviens principalement sur les mêmes secteurs, je suis souvent aux mêmes endroits. Des fois, ça peut m'arriver de croiser des familles. Si par exemple j'interviens pour faire un soin et qu'au même moment il y a les obsèques d'un défunt dont je me suis occupée la semaine passée, l'agent de funéraire que je connais bien, quand il va avoir des retours de la famille, il va leur dire attendez, Manon elle est là. Ils vont demander à me rencontrer puis ils vont me remercier. Ça fait plaisir. Alors j'ai toujours du mal avec les familles parce qu'ils sont là avec toutes leurs émotions et moi je suis très empathique. Je suis vraiment une éponge émotionnelle donc ça m'est déjà arrivé de pleurer avec eux. Des fois, il y a des familles qui nous touchent plus que d'autres. Je repense à une jeune femme dont je me suis occupée il y a quelques mois avec ma stagiaire. Une jeune femme qui avait mon âge. Un accident de voiture assez brutal.
Et c'est une défunte sur laquelle on a travaillé, je crois, 6 ou 7 heures, si je dis pas de bêtises. Ok. C'est quoi en général la durée d'où tu t'occupes d'un défunt moyenne? On va dire pour un défunt intègre sans contrainte particulière, moi je mets environ 1h30, Ok. 1h20, 1h30. Ok. Mais en fonction des cas qu'on a, on peut aller le maximum que j'ai fait sur un défunt, c'est 8 heures non-stop. Ah ouais. Punaise. Donc cette défunte, on avait beaucoup travaillé dessus. Et la semaine d'après, on était très satisfaite du résultat. La semaine d'après, je reviens au même endroit pour m'occuper d'un autre défunt. Et le maître de cérémonie, donc celui qui anime la cérémonie, me reconnaît. Il me dit, écoute, je voudrais te présenter, la famille voudrait te voir, ils savent que tu es là, je leur ai dit. Ok. Et j'ai la maman qui débarque devant moi. Alors moi, je ne m'y attendais pas, donc qui débarque devant moi, hyper digne, hyper fière, qui me remercie, pas une larme, rien. Et là, j'ai les 2 sœurs qui débarquent. Et je dis, non, c'est trop. Ouais. Et j'avais la petite larme à l'œil et je leur dis, je suis désolée. Je dis, mais c'est une histoire qui me touche. Puis, elles sont tellement dignes et braves que j'ai versé ma larmichette. Oui, et c'est pas grave. forcément, ça touche. Mais non, mais c'est aussi normal. T'es confronté aussi aux émotions et... Ah, il y a des familles qui nous touchent. Les histoires. Faut se préserver de ça aussi, des fois. Ah oui. Quand des fois, on a des détails alors qu'on ne les a pas demandés. Faut aussi les digérer, tout ça, quoi. Et du coup, hors le fait d'en parler, toi, tu as des trucs qui te font un peu, justement, gérer les détails, enfin, gérer les choses qui peuvent rester dans ta tête, tu vois. Est-ce que, je sais pas, tu as des rituels, genre tu rentres chez toi, c'est bon, t'enlèves ta blouse, c'est bon, tu penses plus à ça. Est-ce que tu arrives chien. Tu prends ton chien? Je vais faire une grande balade avec mon chien, je vais prendre mon petit bol d'air et puis... Tu switches comme ça, tu fermes un peu la porte. Ouais. Au bout de 9 ans, on a quand même cette faculté à switcher. Je vais quand même les temporiser durant l'intervention parce qu'il ne faut pas se laisser submerger par ses émotions quand on intervient. Il faut vraiment rester concentré sur sa technique. Mais derrière, comme j'ai ma stagiaire, on en débriefe dans la voiture sur le trajet entre le point A et le point B. On va en parler, on va débriefer, on va exprimer nos ressentis, accueillir nos émotions. Et puis après, on switch. Ouais. Puis tu normalises aussi ça. C'est vrai que pour nous qui ne sommes pas forcément dans le métier, c'est quand même quelque chose, la mort, les défunts, etc. Toi, à force, tu n'as pas le choix de normaliser. Disons que si vraiment tous les jours, je fondais en larmes et que... oui, c'est ça. C'est pas possible. Je me serais remise en question, de me dire, oula, il y a un souci, attention, là, c'est en train de prendre le dessus, quoi. Ouais. Donc, Et du coup, tu as une stagiaire. Oui. Donc, tu es passée maître de stage après l'avoir été. Oui. C'est la deuxième personne que je forme. Et t'aimes bien former les stagiaires? Je crois que j'aime bien. Ouais. Alors, c'est pas de tout repos, former quelqu'un, parce que vous avez un petit peu, entre guillemets, sa carrière entre les mains, quoi. Il faut bien la former pour qu'elle puisse réussir son examen. Mais c'est la formation, c'est vraiment quelque chose qui me stimule énormément. Transmettre, j'aime beaucoup. C'est important. C'est important. Moi, j'ai adoré qu'on puisse... je suis très, très, très reconnaissante envers les personnes qui ont accepté de me transmettre, me communiquer leur amour pour ce métier, leur passion, que c'est un cadeau en retour aussi que je vais pouvoir offrir. Trop bien. Ouais. On espère que ça lui Et je me sens à l'aise aussi dans cette discipline. T'as fait ton chemin toute seule, maintenant c'est à toi, comme tu dis, de le transmettre à quelqu'un d'autre. C'est que moi, je suis pas éternelle et que... peut-être que demain, tout va s'arrêter pour X ou Y raison. Il faut qu'il y ait des thanatos qui suivent aussi, et puis qu'il faut qu'ils soient formés. Il faut donner en retour. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent? Ça peut être n'importe quoi, soit des gens qui ont un proche en fin de vie, ou alors un message rien à voir, quelque chose qui tient à cœur. Oh, j'aurais plein de choses à dire. J'aurais pas un message à faire passer. Un autre podcast, allez. Oui. Non, je dirais... aux gens qui veulent faire ce métier, de ne pas se décourager. Moi, je sais que ça a été dur. Mon parcours, il a été semé d'embûches. Et il ne faut pas baisser les bras, il faut croire en soi. Il faut avoir confiance en soi. Il faut provoquer la chance aussi. Ouais, faut se battre, faut pas baisser les bras. Moi, j'ai commencé, j'avais 21 ans. C'est pas que personne croyait en moi, mais à cet âge-là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui croyaient au fait que j'allais pouvoir être là où j'en suis aujourd'hui. Faut pas écouter les gens. Peu importe, en fait, même au-delà du funéraire, peu importe ce qu'on veut faire dans la vie. Si ça nous tient à cœur et qu'on si ça sait. vous tient à cœur, que vous savez pourquoi vous le faites, que vous êtes convaincu parce que vous faites, il faut le faire. Et pour les familles endeuillées, n'hésitez pas à parler. N'hésitez pas à dire quand ça va pas. Si votre défunt, il vous plaît pas,
faites-le savoir. Parce que moi, j'ai beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui, a posteriori, m'envoient des messages et me disent j'ai pas reconnu mon proche, il avait ci, il avait ça, j'ai pas osé. Oser. Ouais. C'est triste à dire, mais vous payez une prestation. Vous avez payé une prestation pour qu'on prenne soin de votre proche. Si votre proche, il y a des choses qui vont pas, il faut le dire en fait. Ouais. Il faut pas oser, parce que derrière, vous allez rester avec ça toute votre vie, Oui, votre culpabilité de vous dire j'ai pas osé. Donc votre proche, en général, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour vous. Donc osez dire quand ça va pas. Toi, tu vas pas te vexer parce que un truc leur plaît pas. Non, moi, les défunts, je les connais pas en fait. Bah oui, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que je m'occupe d'une personne que je connais pas. J'ai zéro information, donc oui, des fois, il peut y avoir des choses qui vont pas. Et non, dire vraiment aux familles de dire quand ça va pas. Et de dire quand ça va aussi. Oui, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. On peut se retrouver sur Instagram aussi, tu partages un peu. Oui, un petit peu. J'ai un peu levé le pied sur les réseaux, mais j'essaye ponctuellement de répondre aux messages des gens, de poster des petites stories de mon quotidien. Et... De démocratiser un peu. De parler du métier sans tabou. Trop bien. Ça s'appelle comment ? On mettra en description. C'est Ella Thanatopraxie. Très bien. On vous écrit ça en description. Et ben on arrive à la fin du podcast. C'est passé vite. C'est passé très vite. Je sais pas combien t'en as parlé. Je pense 50 minutes. C'est vrai, déjà ? Ouais, t'as vu, ça passe vite. Ça passe super vite. Quand on est avec les micros, on parle. En plus, toi, c'est ta passion. Bah oui, là, mais c'est comme à la maison. Voilà. C'est vrai que j'ai l'impression de discuter avec une copine. Ça va très vite. Et ben, je suis trop contente que t'aies aimé, en tout cas. Ouais. J'espère à vous qui nous écoutez, qui nous regardez, que ça vous aura plu. On a hâte en tout cas d'avoir vos retours en commentaire. Si vous regardez sur YouTube, dites-nous tout. Si vous avez d'autres questions, si vous avez... Je sais pas, c'est un espace de partage dans les commentaires. Donc avec Manon, on lira tout ça. Si vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast et à nous faire un retour, que ce soit sur Instagram, à Manon, à moi. On serait très curieuse d'entendre tout ça. À vous abonner au podcast. Et puis voilà, merci Manon. Merci Zoé d'être venue. Et puis je vous dis à mardi pour un nouvel épisode. Cordialement, Zoé. Cordialement,